Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Les suites de l'affaire Fillon-Jouillet, qui a menti, qui livrait? L'ancien Premier ministre a-t-il demandé au secrétaire général de l'Élysée d'accélérer les procédures judiciaires contre Nicolas Sarkozy? Après son revirement, Jean-Pierre Jouyet se retrouve fragilisé, tandis que la question du maintien de François Fillon à la direction provisoire de l'UMP est posée. Le budget de la sécurité sociale examiné au Sénat. Le gouvernement entend poursuivre sa politique de réduction des déficits. Les sénateurs veulent aller plus loin. La nouvelle majorité de droite propose 1 milliard d'euros d'économies supplémentaires dans le domaine de la santé et s'opposera à la modulation des allocations familiales. Débat à suivre dans ce journal. Ouverture demain des célébrations du centenaire de 14-18 pour le 96e anniversaire de l'armistice. François Hollande se rendra à Notre-Dame-de-Lorette dans le Pas-de-Calais, la plus grande nécropole militaire de France. Ce week-end, les Français sont appelés à présenter leurs souvenirs familiaux aux archives de leur département. Une grande collecte qui a déjà débuté et elle contient de nombreux trésors de guerre. Reportage à la fin de cette édition. La droite sénatoriale passe à l'offensive à l'occasion de l'examen en séance publique du projet de loi de financement de la sécurité sociale. La nouvelle majorité exige du gouvernement davantage d'économies, ciblées notamment sur la pertinence des soins. Des économies de posture, selon la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Les explications de Julie Hulin. Attentiste, voilà comment la Commission des affaires sociales a qualifié le projet de budget de la sécurité sociale. La nouvelle majorité sénatoriale de droite souhaite aller plus loin autrement. Notre constat est clair. Notre pays est entré dans la crise avec un déséquilibre structurel de la sécurité sociale. Depuis de nombreuses années, trop nombreuses, les dépenses sont non seulement plus élevées, mais aussi plus dynamiques que les recettes. Ce qui veut dire que nous finançons nos dépenses sociales, qui sont pourtant des dépenses courantes, par du déficit et de la dette. Le Sénat appelle donc à plus d'économies, 1 milliard supplémentaire sur les dépenses maladie et propose une série d'amendements. Parmi eux, le renforcement de la lutte contre la fraude, la révision de la tarification des urgences ou encore la mise en place d'une journée de carence pour le personnel hospitalier ainsi que la réduction du nombre de RTT. Des mesures dénoncées par le gouvernement. Vous avancez des économies de posture dont nous aurons sans aucun doute l'occasion de débattre au cours des jours prochains. Et vous reculez au contraire lorsqu'il s'agit de prendre de véritables mesures qui se heurtent à des intérêts particuliers. Allusion faite à la volonté de la droite de supprimer la modulation des allocations familiales selon les revenus. Une mesure adoptée à l'Assemblée nationale qui permettrait une économie de 400 millions d'euros. Si la majorité sénatoriale en appelle à un travail commun dans un esprit de responsabilité, les débats promettent d'être vifs jusqu'en fin de semaine. Et parmi les autres mesures annoncées par le gouvernement, la généralisation du tiers payant afin de favoriser l'accès aux soins pour tous. Adoptée par l'Assemblée nationale, les médecins n'en veulent pas. Les raisons de ce blocage avec ce reportage à Paris d'Audrey Mercurin et France Goldfarb. Quand est-ce quand vous mettez votre carte bancaire, vous êtes débité quoi, tout de suite ou à la fin du mois? Un jour après, je pense. Payer son médecin généraliste, un geste habituel qui pourrait bientôt disparaître. C'est ce que souhaite la ministre de la Santé, Marisol Touraine, en voulant généraliser le tiers payant. Une mesure qui séduit forcément les patients. 2 Français sur 3 approuvent ce projet. On ne peut pas prévoir de tomber malade, donc parfois payer une somme de, je sais pas, 30 à 40 euros. Ça peut faire que dans le budget du mois, ça dépasse un petit peu. Et donc si on n'a pas besoin d'avancer les frais, bah oui, bien sûr, ça peut être un avantage. Une commodité pour le patient, un casse-tête pour le médecin généraliste. Il doit exister, je ne sais pas exactement, mais entre 400 et 500 mutuelles. Donc vous m'imaginez le soir, après mes 55 heures de travail hebdomadaire, appeler les 500 mutuelles pour leur demander si il n'y a pas un petit reliquat de versement qui serait égaré le mois dernier ou le mois d'avant. Enfin, c'est d'une stupidité sans nom. Pourtant, l'objectif de Marisol Touraine n'est pas d'ajouter une charge de travail aux médecins, mais de faciliter l'accès aux soins. Je prends l'engagement que le système sera simple d'accès, de mise en œuvre pour les médecins. Moi, je ne veux pas faire quelque chose. Je ne veux pas mettre en place quelque chose qui soit compliqué pour les médecins. Si le tiers payant généralisé est adopté, il sera ouvert aux bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé en 2015, puis à tous en 2017.
On va à présent prendre la direction de l'hémicycle du Sénat où se trouve Saveria Rojek. Bonsoir Saveria. Bonsoir Delphine. Alors les sénateurs ont-ils l'intention de détricoter entièrement le texte du gouvernement? Eh bien Delphine, détricoter c'est bien le mot. Les sénateurs, la droite sénatoriale ont entièrement réécrit le texte du gouvernement. Ils proposent, vous l'avez dit, 1 milliard d'euros d'économies supplémentaires. Le gouvernement entend lui poursuivre sa politique de réduction des déficits. À la tribune, la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, a défendu son texte parlant de projets justes et rappelant la nécessité d'adapter notre modèle social à la conjoncture actuelle. Alors pour le rapporteur général du texte, le centriste Jean-Marie Van Lerenberghe, il manque au gouvernement 1,8 milliard d'euros pour boucler ce budget. Il a donc parlé de comptes incertains, mais c'est sur une des mesures emblématiques du texte que les sénateurs ont été les plus virulents, la modulation des allocations familiales en fonction des revenus. Le rapporteur de la commission a parlé de mesures improvisées et complexes. Jean Desessard a lui évoqué une mesure contraire au principe d'universalité. Il a d'ailleurs déclaré que le groupe écologiste ne voterait pas le texte en l'état. Anne David, pour le groupe CRC, elle parlait de mesures extrêmement graves. Vous divisez les familles entre elles, a lancé la sénatrice communiste, pour qui cette modulation des allocations familiales remet en cause les fondements même de notre modèle social, un modèle issu du Conseil national de la résistance. Voilà Delphine, les débats vont se poursuivre toute la semaine. Merci beaucoup Saveria Rojek pour toutes ces explications et on reparle du budget de la sécurité sociale avec nos invités à la fin de ce journal. C'est l'autre temps fort de l'actualité politique aujourd'hui. L'affaire Fillon-Jouillet continue d'occuper le devant de la scène médiatique. Un livre accuse l'ancien Premier ministre d'avoir demandé au secrétaire général de l'Élysée de faire pression sur la justice pour accélérer les enquêtes contre Nicolas Sarkozy. Et ce livre est en train de se transformer en piège pour l'Élysée. Samia Dechir. François Fillon promet de rendre coup pour coup. Accusé d'avoir voulu accélérer les tourments judiciaires de son rival Nicolas Sarkozy, l'ancien Premier ministre nie en bloc et veut porter l'affaire en justice. Il va demander en référé l'enregistrement intégral de la conversation entre Jean-Pierre Jouillet et les deux journalistes ayant révélé l'affaire. Conversation dans laquelle le secrétaire général de l'Élysée aurait affirmé avoir été sollicité par François Fillon. J'ai porté plainte contre les journalistes en diffamation. Vous l'avez fait? C'est fait. Si jamais il est avéré que les propos ont été tenus, c'est donc vis-à-vis de M. Jouillet que nous aurons une explication judiciaire. S'ils se disent prêts à livrer leur enregistrement à la justice, les deux journalistes refusent de le rendre public. C'est en apprenant l'existence de cet enregistrement que Jean-Pierre Jouillet a changé son fusil d'épaule. Le secrétaire général de l'Élysée a d'abord démenti avant de revenir sur ses propos. Depuis, sarkozystes comme fillonistes réclament ensemble son départ. Aucune raison de ne pas croire François Fillon. Aujourd'hui, Jean-Pierre Jouillet est confondu de manipulation et de mensonge et je crois qu'il doit quitter immédiatement son poste de secrétaire général de l'Élysée. La stratégie de la droite fonctionne. Ce qui aurait dû être l'affaire Fillon-Sarkozy devient l'affaire Jouillet. Une manœuvre mollement dénoncée par le Parti socialiste qui ne s'est pas réellement mobilisé pour soutenir l'un des plus proches collaborateurs de François Hollande. Et la réaction du premier secrétaire national du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, ce soir. Pour lui, l'UMP tente de camoufler une lutte à mort en jetant la suspicion sur Jean-Pierre Jouillet. Mais ce que révèle cette affaire, c'est aussi l'importance prise par la fonction de secrétaire général de l'Élysée, souvent occupée par des hommes de l'ombre qui sont, au fil du temps, devenus des hommes clés du dispositif élyséen, comme nous l'explique Marie Brémaud. Son visage apparaît souvent pour la première fois au grand public lors de la présentation du gouvernement. Sur le perron de l'Élysée, le secrétaire général est dans la lumière, le plus souvent pour retourner aussi vite dans l'ombre. Dans l'ombre du président de la République, qu'il conseille et à qui il fait remonter toutes les informations qu'il juge importantes. Souvent surnommé par la presse l'éminence grise du président, le deuxième homme le plus puissant de France ou encore le vice-président, le secrétaire général de l'Élysée filtre les dossiers, prépare le Conseil des ministres. Son bureau jouxte celui du président à l'Élysée. Nombreux sont les hommes politiques à avoir occupé ce poste stratégique. Édouard Balladur, Jean-Louis Bianco, Pierre Bérégovoy, Hubert Védrine, pour ne citer que les plus célèbres. On se souvient également de Dominique de Villepin qui conseille la dissolution de l'Assemblée nationale à Jacques Chirac en 1997. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy,
Claude Guéant apporte une aura médiatique au poste, n'hésitant pas à accorder de nombreuses interviews. Le 20e secrétaire général de l'Élysée, lui, se voulait plus discret. C'est raté pour Jean-Pierre Jouyet. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré ce soir au budget de la sécurité sociale dont l'examen a débuté cet après-midi au Sénat avec nos invités ce soir. Laurence Cohen, bonsoir. Sénatrice communiste du Val-de-Marne, merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau Françoise Gatel, bonsoir, sénatrice UDI-UC d'Ille-et-Vilaine. Et enfin Yves Daudigny, bonsoir, sénateur socialiste de l'Aisne, merci d'être avec nous. Alors Françoise Gatel, on a entendu la réaction de Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui a qualifié les propositions de la droite sénatoriale d'économie de posture. Quelle est votre réaction à ces propos? Moi, je renverrai le compliment à Madame Touraine. Je pense qu'elle a une véritable posture et qu'on est sur une proposition de financement qui nous semble incertaine sur les recettes parce qu'elle repose essentiellement sur la baisse du chômage qui n'est pas acquis. Dans les 9,6 milliards d'économies de dépenses annoncées, on n'a pas la totalité de ces dépenses. Et puis, je pense que si on veut être vraiment équitable, efficace et garantir l'équilibre à l'avenir, il faut aussi toucher à des choses majeures comme le jour de carence qui a été supprimé pour des questions un peu idéologiques. Vous avez fait une des propositions de la droite sénatoriale, on va y venir, la suppression du jour de carence dans la fonction publique hospitalière pour les congés maladie. Yves Daudigny, vous qui avez été rapporteur du budget de la sécurité sociale ici au Sénat, quel regard portez-vous sur les propositions de la droite? Elles semblent vouloir aller plus loin que les propositions du gouvernement en réalisant 1 milliard d'euros supplémentaires. Oui, mais nous verrons au cours des débats et de l'examen des articles quelle est la réalité de ce milliard d'économies supplémentaires. Nous apercevons chaque année qu'il est déjà très difficile de mettre en œuvre des dispositions qui permettent de garder la qualité de soins, qui permettent de garder l'accès pour toutes et pour tous à des soins de qualité. En maîtrisant les dépenses, nous avons un peu de doute sur la possibilité, sans toucher à la qualité de notre système de santé, de réussir 1 milliard d'économies supplémentaires. Mais nous verrons dans le débat. Laurence Cohen, que dit le groupe communiste à ces propositions de la nouvelle majorité sénatoriale? Écoutez, nous sommes contre des économies supplémentaires puisque nous sommes déjà contre les propositions du gouvernement qui ne jouent effectivement que sur les économies, alors que nous pensons qu'il faut au contraire réfléchir ensemble et construire de nouvelles recettes pour notre protection sociale, que c'est possible. Annie David en a fait d'ailleurs une liste, autre sénatrice communiste. Donc il faut avoir une volonté politique, de l'argent il y en a. Et donc, il faut au contraire augmenter les recettes et ne pas toucher sur les dépenses parce qu'on voit aujourd'hui dans notre pays beaucoup de renoncements aux soins, on voit un système de santé en difficulté, on voit les professionnels de santé dans les hôpitaux qui n'en peuvent plus. Donc, c'est pas là-dessus qu'il faut faire des économies. Il faut chercher d'autres financements et nous, en tant que communistes, on a des propositions. Oui, Françoise Gatel, une réaction à ce que vient de dire Laurence Cohen. C'est vrai qu'on se demande... Je pense qu'on ne partagera pas forcément les mêmes réponses. Et puis moi, je pense qu'il y a des sujets qui ne sont pas du tout abordés. Si on veut vraiment avoir une vraie politique de santé, quand on parle de l'accès aux soins, c'est la question des déserts médicaux qui préoccupe beaucoup les élus locaux, et puis aussi de la permanence des soins. Et je pense qu'il y a un rééquilibrage à faire entre, on va dire, la médecine de ville et l'hôpital, qui effectivement aujourd'hui souffre de graves difficultés, qui renvoie entre autres à la question de la permanence des soins, qui vient régulièrement, enfin dont l'insuffisance vient régulièrement engorger les urgences. Et vous avez dit sur cette question effectivement de la pertinence des soins avec peut-être des doublons, c'est ce que nous disait Jean-Marie Van Lourenberg qui était sur ce plateau la semaine dernière. Je n'aime pas beaucoup que l'on parle de vraies réformes, comme s'il en était d'autres qui étaient fausses ou illusoires. Les réformes, il faut avoir la volonté de les conduire et les mettre en application. Le projet de loi présenté cette année est un projet de loi qui est ambitieux, qui est volontariste en matière de restructuration de notre système de santé, toujours en gardant la notion de qualité et en gardant la facilité d'accès à des soins de qualité. Une garantie vraiment le système de protection sociale à la française tel qu'on le connaît aujourd'hui? Oui, il y a 4 mesures, 4 types de mesures sur les médicaments.
sur les soins qui sont redondants et qui sont inutiles. Bien sûr que le médecin doit garder la possibilité de décider des examens, mais inutile peut-être de recommencer 2 fois en 2 jours le même examen. Réorganiser l'hôpital avec l'hôpital de proximité, avec des groupements de territoires. Impliquer beaucoup plus fortement aujourd'hui également le virage ambulatoire. Voilà des lignes de réforme qui sont mises en pratique aujourd'hui par le gouvernement. Laurence Cohen, le virage ambulatoire, on a entendu justement Annie David, vous en parliez à l'instant, mais elle n'était pas tellement d'accord avec cette idée d'accentuer ce qu'on appelle le virage ambulatoire, ce que le gouvernement appelle le virage ambulatoire. Expliquez-nous pourquoi. Moi, je voudrais déjà qu'on m'explique comment est-ce qu'on peut faire plus et mieux avec moins d'argent. C'est-à-dire que l'ONDAM, pour les établissements... C'est l'objectif national de dépenses, de maîtrise des dépenses de santé. Voilà. Pour ce qui concerne l'hôpital, il est à 2%. C'est ça la proposition. Ça veut dire qu'on va demander plus de 500 millions d'euros d'économies aux hôpitaux qui sont déjà asphyxiés. Comment on peut faire plus et mieux avec cette politique-là? Pour les allocations familiales, avec la modulation des allocations familiales, nous sommes contre au niveau du groupe communiste républicain et citoyen. C'est aussi un peu plus de... Et on n'est pas les seuls. Voilà. Donc plus de 500... Yves Daudigny, ce qu'il en pense après. Voilà. Donc plus de 500 millions aussi d'économies. Donc moi je pense qu'à un moment donné, la santé, pour justement que ce soit une santé pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire, il faut des moyens et donc il faut d'autres financements, d'autres recettes et notamment des modulations, des cotisations employeurs par exemple, en taxant de manière différenciée les entreprises qui jouent le jeu de l'emploi et celles qui ne le jouent pas. On n'est pas pour uniformiser. Il y a des entreprises qui aujourd'hui ont une politique vertueuse au niveau de l'emploi et d'autres non. Eh bien il faut les taxer différemment, mais il faut avoir cette taxation et de même aussi pour les banques et pour les revenus financiers. Ils ne sont pas à plaindre. Pour 2012, c'est quand même 300 milliards d'euros. Donc si on taxe à 5,4, ça fait 16 milliards d'euros pour la branche famille. Voilà une ressource juste. Alors, on verra réagir Yves Daudigny peut-être sur cette question de la modulation des allocations familiales. Aux économies par rapport aux dépenses de santé et à l'ONDAM. Lorsque l'on dit que l'ONDAM va diminuer, en fait, il augmente quand même de 2%. Cela veut dire qu'en 2015, les dépenses vont augmenter de 4 milliards par rapport à celles de 2014. C'est un objectif réaliste, réalisable? Donc on pourrait souhaiter 5 milliards, on pourrait souhaiter 7 milliards, mais c'est tout de même une augmentation de 5 milliards et l'économie, elle est par rapport à une tendance de ce qui se passerait s'il n'y avait aucune mesure nouvelle. Donc il n'y a pas de diminution de l'ONDAM, il y a une moindre augmentation peut-être par rapport à ce que l'on pourrait souhaiter, mais il y a néanmoins d'une année sur l'autre 4 milliards de plus de dépenses envisagées. Yves Daudigny, je reviens à ce que disait Mme Gatel en introduction de ce débat. Sans croissance, est-ce qu'on peut quand même sauver le système de protection sociale à la française? Mais il faut le sauver. Même il faut le sauver, nous en avons la volonté. On en a les ressources financières. Mais il faut réorganiser le système pour qu'il soit plus efficace en tenant compte aujourd'hui des demandes des habitants de notre pays, en tenant compte de l'évolution des techniques, en tenant compte des nouveaux moyens de communication. Est-ce que l'on doit encore avoir exactement des plateaux dans les hôpitaux tels qu'ils existent aujourd'hui? Il faut qu'il y ait un accès de proximité. Ces accès doivent être de qualité et qu'ensuite il y ait un parcours de soins en fonction de la maladie ou d'opération à mener. Alors Françoise Gatel, vous souhaitiez réagir? Oui, je dirais avec beaucoup de respect à mon collègue que la méthode Coué consistant à dire il faut sauver le soldat de la sécurité sociale ne suffira pas. Et à mon autre collègue qu'il faut quand même être conscient de la difficulté des entreprises aujourd'hui et qu'une des questions qui se posent, c'est le fait que notre système social repose largement sur le travail et que dans une période où il y a de vraies difficultés économiques et de nombreux chômeurs, ça veut dire qu'on est fragilisé et que moi je pense que ce qu'on nous présente qui est nécessaire mais insuffisant est plutôt, je vais appeler ça un plan comptable, plutôt qu'une vraie réforme, et que pour prendre une métaphore maritime que j'ai prise tout à l'heure dans le jour d'arrivée de la course du Rhum, on est en train d'écoper, de colmater, mais on ne renfloue pas. Moi, je pense qu'il faut une véritable ambition. La question de l'accès aux soins, elle est juste, mais comment on l'a fait, y compris dans tous les territoires, et comment aussi on s'interroge sur des démarches privées qui sont engagées. Il y en a une dans mon département
engagé par plus de 60 radiologues qui sont en train de créer un réseau d'images qui sera connecté au CHR pour éviter la redondance des examens. Donc ça, ce sont des aides à l'investissement qui permettraient ensuite de réduire les dépenses de sécurité sociale, parce qu'on sait que ce volet-là est quand même extrêmement coûteux et incompréhensible, y compris par les patients qui vont à l'hôpital. Alors Laurence Cohen, on ne connaît pas cette expérience menée dans le département de Madame Gatel sur ce regroupement de radiologues, une initiative privée. Mais de toute façon, des expériences, il y en a beaucoup sur l'ensemble du territoire, et, que ce soit d'ailleurs privé ou public. Et nous sommes pour la coopération, effectivement, entre les hôpitaux, les centres de santé, les médecins de ville. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien que les entreprises soient en difficulté. Il y en a un certain nombre qui le sont. Mais aujourd'hui, dès que Gattaz lève un sourcil, le gouvernement recule et il renonce, le président du MEDEF, et il renonce aux taxations. Aujourd'hui, on renonce effectivement, il y a des cadeaux qui sont faits au niveau du patronat et il y a des réductions de cotisations. Et est-ce que ces réductions, je vous pose la question, ont créé de l'emploi? Moi, j'ai interrogé le préfet du Val-de-Marne pour lui demander justement, avec tous ces plans, que ce soit le pacte de responsabilité, le CICE, etc., combien il y avait dans le département d'emplois qui étaient créés. À ce jour, je n'ai pas encore la réponse. Oui, on sait qu'il y a un comité de suivi des aides publiques qui vient d'être lancé. Yves Daudigny, on va en venir à cette question aussi de la modulation des allocations familiales, puisque c'est une disposition sur laquelle le Sénat de droite a souhaité revenir, mais pas seulement, puisqu'on a entendu dans l'hémicycle les écologistes, les communistes, au nom de l'universalité, voteront contre ce qui a été voté par les députés. Vous, quelle est votre position sur ce sujet? Je voterai pour la mesure. Je voterai pour la mesure parce que je pense que l'universalité des allocations familiales n'est pas mise en cause par la disposition qui est envisagée. La ministre a donné après-midi un autre exemple. L'APA, pour les personnes âgées. 6 000 €, par exemple, parce que là, si on parle de la modulation entraînera donc une division par deux des allocations donc familiales. ça entame quand même le principe d'universalité, Yves Daudigny. L'APA était aujourd'hui considérée par tout le monde comme une prestation d'allocation universelle. Elle n'est pas versée au même niveau en fonction des ressources. Universalité ne veut pas dire obligatoirement égalité de versement. D'ailleurs, dans l'histoire, dès le départ, les versements n'étaient pas équivalents entre tous les enfants. Et de toute façon, l'universalité n'existe pas aujourd'hui dans la mesure où le premier enfant ne donne pas droit aux allocations familiales. Donc, sauver le système, faire qu'il soit plus performant, c'est introduire une dimension de solidarité qui est d'ailleurs très présente. Vous comprenez que cette mesure a pu choquer certaines familles? Comment? Vous comprenez que cette mesure peut choquer certaines familles? Oui, choquer. Enfin, à 6 000 € ou à 8 000 €. Est-ce que le versement de l'allocation est absolument indispensable à la qualité de vie des enfants? Il faut rappeler que les ordonnances de 1945 portaient sur la solidarité entre les familles, sur le fait qu'une famille puisse faire vivre l'ensemble de ses composantes et donc de ses enfants. On va faire agir vos collègues puisque toutes les deux voteront en revanche pour la suppression de la modulation. Oui, alors Laurence Cohen, le groupe communiste, on l'a entendu effectivement. Oui, alors moi je veux quand même réaffirmer quelque chose, c'est que notre système est basé sur la solidarité. Donc pourquoi voulez-vous demain que des familles qui ne reçoivent rien ou très peu de ce système aient envie d'y contribuer? Pourquoi au lendemain de la guerre, il y a eu ce système qui a été instauré, effectivement, d'universalité? Alors ça ne s'est pas fait dès la première année parce qu'il a fallu ajuster les choses. C'est vrai que nous avons toujours demandé que les allocations familiales se fassent à partir du premier enfant. Ça peut être aussi une revendication importante à porter. Mais là où c'est grave, c'est qu'à partir du moment où on fait tomber ce principe fondamental. Aujourd'hui, c'est 6 000 €. Demain, ça sera un petit peu moins. Et puis, on va toucher à quoi? Jusqu'au moment où notre système va complètement être mis à bas. Donc, la solidarité, c'est important. Et moi, je pense que c'est pas sur les allocations familiales qu'il faut faire peser les choses. C'est pourquoi nous n'allons pas voter favorablement cette mesure. Françoise Gatel, effectivement. Oui, j'aurai le même vote que ma collègue communiste. Je dirais que moi, ce qui me frappe terriblement, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à réparer, à consolider, et que le gouvernement s'attaque à la politique familiale, qui est une réussite exceptionnelle dans notre pays, qui fait l'envie de beaucoup de pays dans la communauté européenne et ailleurs, et que la famille se retrouve être la variable d'ajustement, et que si, au nom du principe d'équité qui, moi, me va bien, on arriverait à accepter éventuellement cette idée, je ne vois pas pourquoi, à ce moment-là, on ne parle pas aussi de la modulation du supplément familial, qui
qui existent dans la fonction publique. Le principe doit être le même au nom de l'équité qu'on nous présente souvent comme l'argument déterminant. Alors, Yves Daudigny, la famille est-elle la variable d'ajustement de la moi, politique je refuse ce type de dialogue où, ma chère collègue, vous utilisez des mots, alors tout à l'heure méthode Coué, maintenant, bon, etc. Non, il y a un gouvernement qui est en responsabilité dans une situation qui aujourd'hui est très difficile, avec un produit intérieur brut qui ne progresse pas, ou très peu, avec donc une masse salariale sur laquelle repose l'essentiel des cotisations et des ressources sociales qui progresse également très peu, et avec courage, avec ambition, nous voulons redresser les comptes de la sécurité sociale. C'est l'avenir qui est en jeu. Il est insupportable aujourd'hui de reporter sur nos enfants, nos petits-enfants, nos feuilles d'assurance maladie ou une partie de nos retraites. Le gouvernement essaie de mettre en place de nouveaux dispositifs également en matière de santé, et il essaie de trouver plus de justice dans le système donc de politique familiale. Je rappelle que depuis 2 ans, le gouvernement a engagé 2,5 milliards de plus que précédemment pour la politique familiale. Et je voudrais vous rappeler, chers collègues, que ce sont vos amis qui, il y a quelques années, ont privé la branche famille de justement 2,5 milliards également de ressources, ce qui a créé le déficit que nous connaissons maintenant. Merci à tous les 3 d'avoir été les invités de ce 24 heures Sénat. Rendez-vous vendredi ou samedi pour connaître le vote du Sénat sur ce texte. Je vous le disais en titre, les Français sont appelés ce week-end à présenter leurs archives privées dans le cadre des commémorations du centenaire de 14-18. Correspondances, carnets, dessins ou encore photographies. Les professionnels de la conservation se sont lancés dans une grande collecte car chaque souvenir constitue une part de l'histoire de France. Voyez ce reportage dans les Hauts-de-Seine de Louis Sibyl et Jonathan Tessier. C'est un petit trésor de guerre que transporte Jacques Lemaire. Un journal intime, celui de son grand-père qu'il n'a pas connu. Il était artilleur pendant la Grande Guerre. Un document précieux qui le fait numériser ici, aux archives des Hauts-de-Seine, pour garder une trace. Au final, vous souhaitez nous le donner dès ce jour? Oui, oui. D'accord. Il ne parle pas beaucoup de la guerre par elle-même. Il parle surtout de ce que lui, il fait dans la journée, en fait. Il allait chercher des pièces détachées pour réparer les canons. Ils ont donné leur vie pour nous, quoi, en fait, pour la France, pour nous, pour leurs enfants, leurs petits-enfants. La Grande Guerre, avec ses 9 millions de morts et 20 millions de blessés, a laissé une empreinte forte dans la mémoire collective européenne. Photos, cartes, lettres, nombreux sont les particuliers qui veulent que ces documents sortent du cercle familial. Un pari relevé par les différents centres d'archives. Ils organisent depuis l'année dernière une grande collecte. Le document est en très bel et très bon état. Après un échange pour bien évaluer la valeur des documents, ceux-ci peuvent être donnés ou simplement numérisés avec 1001 précautions. On a été formé à la base sur la manipulation des documents. Après, c'est vrai que tout dépend de leur état. Moi, je ne vais pas numériser des documents qui seront très très fragiles parce que c'est mieux d'abord de les passer par l'atelier de conservation préventive. Dans les Hauts-de-Seine, les documents sont ensuite archivés ici, parmi les 22 km de classeurs, comme ces 2 longues correspondances. Car ici, nous n'avons plus de crédit nulle part. Il faut tout payer. D'avoir de la correspondance privée ou des carnets intimes de conscrits, de poilus, nous apporte un autre regard fait de plus de réalité quotidienne et des difficultés des soldats pour leur vie au front. L'année dernière, les archives ont récolté 100 000 documents. Un immense succès. La grande collecte commence le week-end prochain. 100 lieux sont prêts à accueillir la mémoire de chacun. Et on a posé la question à notre partenaire de l'Obs.com. Est-ce important de commémorer le 11 novembre? Les internautes ont répondu oui à 85%, non à 14% sur 201 votants. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous et je vous retrouve à 22 h.